Bonjour Maxime Brunery. Bonjour. Après avoir publié en 2011 Une vie ordinaire chez De Noël, vous présentez un deuxième ouvrage, un deuxième livre intitulé Même pas mal. On verra le sens de ce Même pas mal, coécrit avec Christian Roll. Ce besoin d'écrire, est-ce que ce n'est pas pour vous la volonté de ne pas être réduit à cette annonce que je lis, Maxime Brunery, auteur d'une tentative manquée d'assassinat sur le président de la République Jacques Chirac lors du défilé du 14 juillet 2002. Ce livre, est-ce que ce n'est pas pour s'extraire de ce simple fait qui vous sera rappelé toute votre vie ? Oui, tout à fait. C'est pour démontrer qu'un homme ne peut pas être réduit à un acte et qu'il y a une vie avant et surtout une vie après. Dans Même pas mal, le livre s'ouvre sur cette phrase « Encore moi, Maxime Brunery, pour vous servir, ex-nasillon, ex-déséquilibré, ex-tolard ». Alors, je retiens seulement pour l'instant le terme péjoratif de nasillon. Vous avez été nasillon ? J'ai été qualifié de la sorte par des gens, on va dire, mal informés ou plutôt en manque de vocabulaire. Et donc, je leur tends une belle perche et en même temps, je leur fais un pied de nez en publiant un second livre, puisque le premier était déjà de trop. Le fait que je sois encore en vie, pour pas mal de monde d'ailleurs, était déjà de trop. À longueur de page, sur toute page web, je lis les pires pitreries et inepties sur moi. Donc ce livre est là, déjà, pour répondre et dire ma vérité, qui est le seul légitime. Et deuxième chose, la thérapie par l'écrit. J'adore écrire, j'y ai pris goût. Et donc pour l'instant, je continue ma vie en récit. La thérapie par l'écrit. Ce que je voudrais savoir, c'est quand vous êtes militant, radical, militant dit d'extrême droite, est-ce que vous l'êtes parce que vous êtes à l'époque porté par un idéal, par des convictions, ou est-ce que c'est tout simplement la nécessité pour vous impérieuse, on va le voir dans l'ouvrage, d'appartenir à une communauté, de ne pas vous sentir seul, isolé, car cette solitude, elle vous pèse? L'idéal, oui, dans la mesure où ça remontait à loin, ça remontait au collège. Ce qui a été, je ne veux même pas dire enseigné, dire vraiment rentré dans le crâne de gré ou de force, c'est que tout ce qui était fibre patriotique, tout ce qui avait attrait à la culture européenne en général, était mal. C'était clair, net, précis et surtout définitif et dogmatique. Donc je suis rentré en résistance, en rébellion contre tout ça, contre l'éducation nationale, le système médiatique. Également ma famille, du moins une partie. Et parallèlement à ça, en effet, j'étais un adolescent, puis un post-adolescent qui était assez isolé, assez solitaire. Et pour la première fois de ma vie, j'avais un groupe de camarades qui était devenu un groupe d'amis. Ceci entraîne d'ailleurs une autre question pour comprendre le sens de votre geste de ce fameux 14 juillet 2002. À ce moment-là, parce qu'on l'a mal saisi, on ne le comprend toujours pas bien, quelle a été votre motivation ? Le 14 juillet 2002, la motivation, c'était le dernier jour d'un compte à rebours que j'avais commencé le 10 mai 2002. J'en avais tout simplement marre de vivre. Différentes raisons ont poussé le mal-être existentiel jusqu'au bout. Et j'en voulais tellement la terre entière que j'avais décidé de partir par un acte criminel, scandaleux, mégalomane aussi. Donc est-ce qu'on peut dire que c'était moins la volonté d'assassiner Jacques Chirac que la volonté de vous suicider vous-même? Peut-être, on a dit que d'être abattu par le GIGN, c'était quelque chose qui vous serait apparu comme étant glorieux? Glorieux, oui, si on veut. Disons que, oui, si le funeste scénario avait réussi, je tirais sur Jacques Chirac décédait, et moi je mourrais, donc soit suicidé, soit battu par les forces de l'ordre, le GIGN ou autre. Et
comment dire, c'est heureusement que ces gestes ont raté. Jacques Chirac coule une retraite paisible et moi la vie continue. Vous avez vraiment voulu tuer Jacques Chirac? Ah oui, j'ai tiré dessus pour le tuer, c'est d'ailleurs ce que m'a reproché la justice, tentative d'assassinat. Et pourquoi s'en prendre au président de la République, dont les pouvoirs sont immenses, mais dont on sait que les pouvoirs sont très réduits finalement, et il n'était pas le responsable de votre isolement, de votre mal-vivre? Tout à fait, au niveau politique, ses pouvoirs sont réduits. Au niveau personnel, j'ai rien à lui reprocher, je ne le connaissais pas du tout. Par contre, j'avais décidé de partir de la manière la plus scandaleuse possible. Le scandale. Le scandale, donc le chef de l'État, le jour de la fête nationale, je pense que c'est difficile de trouver pire. Est-ce que c'était lié à vos convictions? C'est-à-dire que je m'en prenais à Jacques Chirac parce qu'il était aux antipodes de ce que je pensais. Est-ce que ça a porté aussi dans votre réflexion ou pas? Ou c'était seulement le scandale? Je pense que le décorum de ce jour est politique. On a le militant radical qui s'en prend au président nouvellement et démocratiquement réélu. Mais si on voit les choses de manière pragmatique, si Jacques Chirac est abattu, moi je ne suis plus de ce monde, même si je le suis encore, ça ne change rien. Qu'est-ce que vous avez comme suite du scénario politique? Un président du Sénat, je ne sais plus qui c'était à l'époque, qui prend l'intérim, de nouvelles élections présidentielles. Vous avez un président qui soit de droite ou de gauche, peut-être Jean-Pierre Raffarin qui est élu, donc il n'y a pas de conséquences. Au niveau, il n'y a pas. J'avais lu ou entendu une espèce d'ordre noir qui aurait pu prendre le pouvoir en 2002, des choses complètement fantaisistes. Est-ce que, par votre geste, vous avez été condamné à 10 ans de prison? Avant ça, est-ce que vous avez eu une fois dans votre vie, jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment tout au moins, puis maintenant, en raison de l'état de santé de Jacques Chirac, est-ce que vous avez eu un contact avec Jacques Chirac, un rapport, une rencontre, un échange ou jamais? J'ai eu un échange à l'écart des médias, indirect. J'avais écrit un courrier, c'était en 2012, à sa fondation. J'ai sa secrétaire qui m'avait appelé, qui m'avait dit qu'il avait été très touché par la lettre que je lui avais envoyée. Quelle lettre? Là, c'est une lettre où le contenu, ça reste entre lui et moi. Donc, voilà. Et comment dire, par contre, il ne pouvait pas me recevoir. Sa secrétaire m'avait dit c'est pas du fait que ce soit vous, c'est du fait de l'état de santé qui se dégrade de jour en jour. Déjà en 2012. Alors, vous avez été, je l'ai dit, condamné à 10 ans de prison. C'est d'ailleurs la raison de votre présence ici, parce que vous avez rendu, la justice a rendu son verdict et que vous avez fait votre prison. Oui. Donc, vous avez fait même 7 ans de détention criminelle, vous avez été libéré. Cette date, bien évidemment, elle est importante pour vous. Elle est bien évidemment celle qui débute cet ouvrage, même pas mal, le 3 août 2009. Quel est votre souvenir de la prison, de ces 7 années de détention? Vous avez beaucoup écrit là-dessus, hein, dans votre ouvrage qui s'appelle Une vie ordinaire. Qu'est-ce que vous avez vécu? Comment vous l'avez vécu? Déjà, sur la décision de justice, j'étais un des très rares détenus à avoir été condamné au-delà des réquisitions de l'avocat général. C'est-à-dire que Philippe Bilger, qui avait requis contre moi de 6 à 8 ans de réclusion, ça s'est transformé en 10. Je ne reviendrai pas sur les jurés. Bon, c'est monsieur et madame tout le monde, on les a arrachés de devant leur télé pour venir rendre la justice au nom du bon peuple français. C'est même pas, comment dire, au-delà de la peine qui est plus lourde que celle requise, c'est vraiment la teneur des questions qui est d'une moyenneté, voire d'une médiocrité. Vous avez payé votre étiquette politique? Oui, aussi. déjà, réelle ou supposée d'ailleurs, hein, pour reprendre les termes du code pénal. C'est 7 années de prison. Alors, cette année de prison, vous prenez tous les défauts de la société française actuelle et vous les concentrez en x100, voire x1000. Procédure kafkaïenne, administration ubuesque, les bienfaits de la diversité, la morale droit de l'homiste, enfin tout le cocktail y est. Alors, comment vous survivez? Dans un premier temps, alors j'ai envie de dire que l'envie suicidaire, c'est pas qu'elle passe, mais les cachetons, on va parler clairement, les cachetons de la télé empêchent de passer à l'acte.
Et quand j'ai arrêté, j'ai rendu la télévision et arrêté le traitement chimique, là j'y suis arrivé par la lecture, l'écriture, le sport. J'ai repris mes études et j'ai essayé tant bien que mal de faire abstraction du... là, je vais reprendre une formule bien connue, hein, du bruit et de l'odeur, tout simplement. C'est infernal, là aussi, c'est concentré en fois 1000. Voilà. Et l'environnement, votre environnement, le bruit, la fureur, le bruit, la violence? Oui, à également. À votre égard? La violence, alors je ne l'ai jamais subie, uniquement violence verbale, c'est-à-dire qu'on c'est quand même un peu la lie de la société, donc le courage ne fait pas partie de leur qualité première, donc c'est par fenêtre interposée, à travers les barreaux, par des portails de sécurité, etc. Que bon, voilà, je pense que je devais y passer je ne sais combien de fois, puis en fait jamais. Voilà, tout simplement. Bon, faut dire aussi que j'avais été placé dans une unité où où les détenus étaient réputés psychologiquement fragiles, bon, ce qui n'empêche pas le contact avec une douzaine de phénomènes qui sont là pour des actes de violence. La violence, ça ne peut pas être contrôlé à tout moment. Il y a eu une fois, c'est une salle d'attente, je ne sais plus quelle consultation. On a un jeune représentant de la diversité qui vient, on parlait clairement, qui vient m'embrouiller. Je m'en suis tiré parce que j'avais un de ses copains qui lisait le même bouquin que moi, c'était le Père Goriot de Balzac. Et du coup, j'ai commencé à discuter du bouquin que je lisais avec son camarade, ce qui a permis de faire baisser la tension vers l'autre. Donc on passe entre les gouttes comme on peut. Merci à nos grands classiques. Donc votre livre, je le disais, débute ce 3 août 2009, c'est-à-dire le jour de votre sortie de prison. Après 7 ans passés à Londres, vous dites que vous allez prendre le goût de la lumière. Je vous cite: « Je me suis enivré de nuit, de fêtes et de filles, passant volontiers de l'extrémisme de droite aux invertis de la rive gauche. » C'est ça donc pour vous la réinsertion ou la résurrection? Je m'étais privé volontairement d'ailleurs, en personne en a privé, des plaisirs de la jeunesse jusqu'à mes 25 ans. Donc j'en ai bien profité quand je suis sorti, quoi. Et là c'est vrai que ça a été les nuits parisiennes, principalement dans le 5e arrondissement, entre les bars, les boîtes de nuit, les filles, Bon bref, ça a été très leste. Voilà. Très leste. D'ailleurs, ce côté leste, cette renaissance, elle passe par des gestes symboliques. Alors il y en a un qui est un moment important de l'ouvrage, vous le mettez quasiment en tête de la lecture du livre, c'est ce que vous appelez mettre fin à ce que vous appelez, vous, une singularité grotesque et invivable. C'est-à-dire, finalement, rencontrer une femme, l'aimer physiquement, parlons clair. Oui. Elle porte le nom de Jeanne, le prénom. Elle est complètement allumée, dites-vous, mais elle va, là aussi, selon vos termes, faire de vous un homme. C'est l'initiatrice, tout simplement. Et c'est vrai que l'initiatrice, avec donc ça qui a été allumé, elle avait un mysticisme qu'elle portait en elle, ne serait-ce que par l'initiation qui a eu lieu en pleine forêt, avec des tenues et des symboles assez marquants. Est-ce que c'était nécessaire d'expliquer que, cette rencontre physique, première rencontre physique, c'était important de l'expliquer pour vous? Mettre le lecteur dans la connaissance. C'est des actes qu'on considère comme souvent intimes, qu'on garde pour soi, qu'ils soient, je reprends le terme, glorieux ou pas d'ailleurs, c'est selon. Alors c'est vrai que c'est intime, au sens vraiment propre du terme, mais c'est pour ça que j'ai préféré le mettre par écrit. C'était Pierre Drieux-La Rochelle qui, dans son journal, où il fait la part belle à ses aventures féminines, il disait qu'on pouvait atteindre une intimité avec soi-même par l'écrit. Donc j'ai repris ce principe-là dans le premier chapitre de Même pas mal. Et est-ce que c'est pas là aussi encore la volonté
mettre fin à une des raisons de votre isolement, finalement. Vivre avec une femme, ou connaître une femme physiquement, c'était aussi le moyen d'essayer de stomper ce mal-vivre, cet isolement, toujours cette même solitude qui quand même traverse vos ouvrages. Il y a un avant et un après. Enfin, c'est... Comment dire ça? Enfin, je vois pas comment un homme peut être réalisé sans femme. C'est pas pour quelque chose. Hein. L'inverse est vrai aussi, d'ailleurs. Et on voit qu'il y a... Là, on touche à l'existentiel ou à la métaphysique. L'accomplissement passe par le sexe opposé, c'est évident. À tous les plans. Alors là, parmi les femmes qui vont parcourir votre livre, au-delà de vos conquêtes et de vos rencontres, j'ai retenu le personnage de votre mère, que vous qualifiez d'hystérique, ce qui est quand même déjà un terme assez dur. Oui. Et là, vous avez des mots mais alors, très durs à son encontre, plus durs même qu'avec votre agent d'insertion et de probation, à tel point qu'elle apparaît comme la raison, finalement, et aussi la cause de cette solitude et de cet isolement. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu dire? La raison, je ne voudrais pas lui rejeter la faute, hein, le responsable c'est moi. Je me suis souvent dit, je l'avais déclaré d'ailleurs, ce que j'aurais dû faire le jour de mes 18 ans, c'est m'en aller de la maison. Le plus franchement, légalement du monde. Voilà, le jour de mes 18 ans, j'avais qu'à m'en aller, tout simplement. Voilà. C'est un environnement bourgeois? Alors, dans le sens matériel, on dira vraiment petite bourgeoisie. Alors, vraiment, on n'est pas... voilà, t'allais à l'école publique, on n'est pas... Dans la banlieue parisienne? Voilà, en banlieue parisienne pavillonnaire, t'es pas spécialement huppé, pas spécialement craignos non plus. On est vraiment dans la middle class. Vous n'êtes pas la France déclassée? Non, non, pas du tout. Ah non, c'est pas là que vous sortez cet isolement? Non, mais c'est... Par contre, ma mère, c'est l'expression « le qu'en dira-t-on ». Ça, autant que je remonte dans ma mémoire, enfin, elle en est toute sa vie, c'est ça, c'est qu'en dira-t-on. Et donc pour ses enfants, moi le premier, c'est qu'en dira-t-on, mais tout le temps, mes faits et gestes. Mais ça ne remonte pas qu'avec l'engagement politique ou avant le fait d'avoir fréquenté la tribune Boulogne. Monte dès l'école primaire. La tribune Boulogne, c'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain et ses supporters turbulents à l'époque. D'accord. Parler d'emmurement. Pas de solitude, oui. Petit emmurement. Sortir de la maison, c'est mal, c'est évident. Quoi. Mais prêt à tous les mensonges possibles et imaginables, c'est scandaleux que j'ai le droit d'aller à Paris, sortant de prison, pas pourquoi. Je suis là pour contrôler ce que tu penses. Là, ce que je vous dis, c'est entre guillemets, hein, c'est pas une interprétation. Quand elle venait me voir au parloir, c'était ça. Et votre père? C'était pour contrôler. Des banalités. Vous avez toujours vos parents? Voilà, on va parler clairement. Vous avez toujours vos parents? Je ne les vois plus depuis... oh là là, ça va peut-être faire presque 10 ans maintenant. Alors, il y a quand même des moments plus drôles. Il faut en trouver quand même. Oui. Il y a le récit de votre parcours en 2011... avec le petit monde médiatique. En 2011, vous publiez donc Une vie ordinaire et vous faites la tournée des médias mainstream, petite tournée, mais une vraie tournée des médias mainstream. Et alors là, vous retenez un nom qui n'est pas considéré comme le pire journaliste que la planète porte, mais vous lui vouez quand même vous le vouez aux gémonies, c'est Thierry Ardisson. Ah là, vous lui en voulez. Hein. Même 8 ans plus tard, il prend, comme on dit. Oui, il prend, oui. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous a empêché, il vous a fait attendre votre tour pour parler? Non, ça va. Pendant la rigueur, pendant l'attente, on a un peu plaisanté avec Christian et les attachés de presse que m'avait mis qui servaient à rien d'ailleurs, et qui m'avaient fourré de Noël dans les pattes. Donc l'émission s'appelait les Salut les Terriens et Christian... Christian Roll, hein. Oui, Christian Roll avait dit qu'on aurait pu mettre Salut les Ariens sur la loge, ça aurait été rigolo. Bon, l'humour anarchiste de droite. Et c'est que, donc en attendant mon tour, avant on avait cette pauvre Ramayad qui... Je ne comprenais rien à ce qu'elle disait, et puis moi, elle était toute seule, en fait, personne ne lui parlait. C'est dommage pour une politicienne qualifiée de jeune et jolie. On se dit, tiens, elle doit être assez courtisée, en fait. Non, elle était toute seule dans son coin. Bon, passons.
J'arrive sur le plateau, et là, les questions sont d'une banalité affligeante. Est-ce que vous êtes toujours facho? Et patati et patata. On a l'autre vieille carne de l'humanité qui nous... Claude Cabane. Certainement. Elle en boit qui n'est plus très frais, alors. Qui nous dit que je ne sais plus quoi. Ah oui, que les gens comme moi, il y en avait en trop, je ne sais plus quoi. Enfin, il m'avait dit que 1000 comme moi, c'était un problème. Bon, j'avais répondu que 1000 comme lui, une bonne canicule, on n'en parle plus. Et c'est qu'après, on avait Kofi Nianiam, alors pas celui de l'ONU, l'autre, qui a déclaré il était assis juste à côté de moi, que je me sentais supérieur à des millions d'hommes parce que j'avais une carte nationale d'identité valide. Alors, bon, formidable, ça ne fait pas aussi procédurier. Et Thierry Ardisson me demande si je me sens supérieur à Kofi. Donc je n'ai pas regardé Kofi, je lui ai dit supérieur à des millions d'hommes, je ne sais pas, mais j'espère qu'une chose, c'est que quand je parle, c'est pas aussi chiant que ça quand même. Et là, on entend le silence tomber sur le plateau. On a les couches de fond de teint de Thierry Ardisson qui sont tombées, littéralement. Et je me suis levé dans la huée commandée par le... Comment on appelle ça? Chauffeur le de type salle, qui donne l'ordre d'applaudir ou de siffler. Et puis il y avait des pommes qui traînaient là dans la salle à lier pour faire la déco. J'ai pris une pomme, n'oubliez pas, manger des pommes. Et puis je me suis en allé. Alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'après, je suis dans le taxi qui m'était affrété. Je me rendais à Draveil, je faisais partie d'un club de dégustation de whisky, dont le président était l'ancien DIRCAB de Kofi Nianiam, à côté duquel j'étais assis. Alors tout ça lui, n'est pas évidemment, passé. ça fait drôle. Voilà. Et ça n'est pas passé. C'est passé ou c'est pas passé? Ah non, charcuté au montage. Ah non, évidemment, attendez. Quand même. On est chez Ardisson, le provocateur, mais pas trop. Pour sortir de la blague graveleuse avec un ministre insipide, pour rappeler les faits, ça y va. Bon, mais pas plus non plus. Alors, autre révélation qui a fait couler beaucoup d'encre, et que là, vous donnez la solution, c'est votre volonté, toujours cette même année 2011, vous êtes décidément en pleine forme, en juillet, de rejoindre le MoDem de François Bayrou, on le reconnaît, il est toujours là. Puis en octobre 2011 de la même année, toujours dans le même esprit, cette fois-ci de soutenir Ségolène Royal à la primaire socialiste. Alors vous révélez quand même dans le livre la vérité, parce que là aussi, on s'est posé la question de savoir quelles étaient d'un seul coup les volontés de Maxime Brunerie, avec le passé qui lui était reproché, de vouloir rejoindre François Bayrou ou Ségolène Royal. Et la vérité, elle est plus simple? Alors la vérité, c'est qu'à défaut de coup d'État, on peut toujours faire un coup d'été. Et c'est Christian Roll, donc, il m'avait dit, tiens, tu devrais dire que tu soutiens je ne sais quelle cave, on verra ce que ça donne. Bon, il m'a dit ça, je sais plus, c'est au mois de mai, au mois de juin, Et puis, on prend la voiture pour la Normandie. Je lui ai dit, écoute, j'ai donné un entretien à France Inter hier. Je leur ai dit que j'avais adhéré au MoDem et j'ai réellement adhéré la semaine dernière par le site web. Et donc, il est en train de rouler. Et je lui ai dit, ça devrait péter dans pas longtemps, parce que ça va être en ligne. Et François Bayrou est reçu ce matin par je ne sais plus quelle radio. Et là, ça n'a pas loupé, quoi. Là, j'ai donné des entretiens par téléphone sur les plages normandes, en caleçon, en parlant en parlant de club de réflexion centriste que j'étais en train de mettre en place. Quand une journaliste a entendu le bruit des mouettes derrière, j'ai déclaré que j'étais en séminaire. Que François Bayrou me paraissait être l'homme de la situation. Donc là, il faut y croire aussi. Que j'étais pour une démocratie qui bouge, que l'avenir de l'Europe, c'était lui, et gna 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 gna. Bon, voilà. Là, le seul truc sincère, c'est que Marine Le Pen était une souverainiste frileuse. Voilà, c'est tout. Le reste, il faut bien une victime dans la farce, quoi. Bon, c'était lui. Et alors, c'est là que... Bonjour, encore moi, Maxime Brunerie, ex-Tollard, ex-Nazillon et ex-déséquilibré, parce que François Bayrou va dire de vous, c'est déséquilibré, n'ont pas de place chez nous. Il va vous renvoyer à une folie, finalement. Oui. Là, on a encore les positions sociales d'une personne,
chrétien, humaniste, et patati et patata. Et puis on a la réalité, dès qu'on titille un peu de manière spontanée, c'est « Ah non !» Ouais, ça me rappelle également tous ces antiracistes. C'est comment la chanson « Lily, là, sont pas racistes pour dessous, mais pas de ça chez nous. » C'est pareil. Ah non, on est tous très humanistes, mais plus loin. Et là, vous refaites le coup avec Ségolène Royal, et ça fonctionne un peu quand même. Oh, la pauvre Ségolène. Alors ça, je me souviens, j'étais tranquillement, j'ai juste envoyé un SMS en fait. Alors que j'étais en train d'acheter des livres, puisque je suis bouquiniste, donc j'étais aux enchères. Et j'ai juste envoyé un texto donc à deux journalistes. Et ça a mordu dans l'heure. Et la pauvre, donc elle, qui a quelques encablures de là, je vivais dans l'Essonne à l'époque, elle a dit que c'était un odieux complot ourdi contre elle, car elle est la plus dangereuse pour le pouvoir sarkozyste. Donc le complotisme, se trouve jusque-là, on ne l'attend pas, même chez cette brave femme de gauche républicaine, aux belles valeurs, blablabla. Alors, allez, on revient à aujourd'hui. Aujourd'hui, où en êtes-vous de votre résurrection ? Ma résurrection, alors, depuis 10 ans... En construction. En construction. Je me suis découvert une passion. Depuis 10 ans, je pratique l'improvisation théâtrale, donc au sein d'une ligue d'improvisation. Et là, je me suis complètement épanoui. C'est devenu ma passion. De jouer, donc des matchs d'impro, des cabarets d'impro, d'aller en voir beaucoup aussi. J'ai beaucoup d'amis et de connaissances dans ce milieu, et c'est vraiment... je me sens comme un poisson dans l'eau, quoi, tout simplement. Est-ce que vous avez des regrets ? Le regret de ce 14 juillet 2002 ? Ah oui, ça par contre c'est toujours dans un coin de ma tête, d'avoir tiré à froid sur un homme qui ne m'avait rien fait. Là, faut pas que je l'oublie, c'est quelque chose, et c'est là où, c'est pas de la politique, c'est pas la fonction du personnage, on est vraiment dans l'humain. Et vous allez bien ? Voilà, moi je vais très bien. Et vous avez un engagement politique aujourd'hui ? Non, pas du tout. Non, je n'ai pas plus d'engagement. Je vais voter à chaque élection et ça s'arrête là. Voilà. Populiste, souverainiste, gauchiste, communiste, souverainiste, j'ai oublié, national, patriote, j'ai dû en oublier dans ce qui se termine en isme, ça se termine souvent mal, alors j'évite. Voilà. Ça arrive assez souvent que je vote pour moi-même. Vous avez peur de le dire ou Ah non, c'est que ça arrive souvent que je vote pour moi-même. C'est-à-dire que je travaille dans les ressources humaines à la mairie de Courcouronnes. Quand trier les CV, il y a les oui, non, peut-être. Bon, là, je reçois les professions de foi des candidats. La pile non se remplit assez vite. Et la pile oui, c'est très, très rare. Donc, au final, je me dis, tiens, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Je mets mon nom, mon prénom, et je le glisse dans l'enveloppe. Voilà. Ça sera le cas le 26 mai prochain aux Européennes ? Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de liste qui corresponde à ce à quoi j'aspire pour notre Europe. Même pas mal. Pourquoi ce titre, même pas mal ? Un titre plus léger et plus sautillant qu'une vie ordinaire. Et le même pas mal, est en relation avec le smartphone d'Amandine que j'ai balancé par-dessus la Jaguar décapotable qu'on avait volée à son oncle. Et donc il a coulé à pic au fond de l'Atlantique. Et elle m'a tapé dessus pendant que je conduisais. Et je lui ai répondu même pas mal. Voilà. Même pas mal. Vous êtes sûr ? Même pas mal, vous êtes sûr ? Oui, même pas mal. Merci Maxime Brunery, merci à vous. Merci à vous.